On va passer, alors je pense qu'il piaffe un peu Tom Théo, donc merci à Anaïs et maintenant à Tom Théo. Tom Théo, est-ce que vous avez récupéré votre micro? Tout va bien? On vous voit? Oui, on vous voit là, je vais pouvoir vous mettre en grand. Et donc, Tom Théo, malgré son jeune âge, est quand même un sportif, donc il est ceinture noire de je sais pas quoi. Donc il vaut mieux qu'il soit un peu loin parce que s'il nous tapait, il saurait comment taper, mais normalement c'est pas ce qu'il fait. Et il est effectivement lui aussi tombé dans les exosquelettes il y a, je crois maintenant, un peu plus de 5 ans pour accompagner l'histoire et plus que ça, le développement de Gobio avec, je veux dire encore une fois, un peu la richesse aussi, là aussi, de ces apports qui est à la fois de conception et de développement de produits, de conception des utilisations et d'accompagnement autour de ça. Voilà. Alors, juste, pardon, là, pour le chat qui est à droite, qui paraît à droite, donc c'est la réponse qui est faite à mon nom est en fait celle de Lionel qui est sur le truc. Alors, Tom Théo, c'est à vous. Je vais couper mon micro. Vous me dites quand vous voulez que je passe les visuels. Oui, moi, ce qui m'a frappé, encore une fois, de le connaître et de voir les accompagnements, c'est à quel point, vous tous d'ailleurs, parce que vous tous qui êtes là, vous avez le sens de l'écoute et de l'analyse de ce que sont les besoins très spécifiques, j'allais dire presque des deux pieds, hein, que Anaïs vous avez bien décrit tout à l'heure, et qui est à la fois la situation d'usage spécifique et le cas de la personne qui est là, et quelquefois ça donne effectivement des besoins bien particuliers. Je coupe mon micro. Tom Théo, c'est à vous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Tom Théo Le Régulier, moi je travaille pour Gobio, donc groupe Europe Technologies. Notre métier c'est de concevoir, développer et commercialiser une gamme de dispositifs d'assistance physique et particulièrement d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'intégration. Je rebondis sur la petite remarque sur la ceinture noire, qui est effectivement une ceinture noire de judo. Et le judo, en fait, on n'apprend pas à taper, on apprend plutôt à utiliser la force de l'adversaire. Je vais essayer de prendre une... Est-ce que vous m'entendez? Ah, le revoilà. Oui, on vous avait perdu complètement. Bon, très bien. Donc, je vous remets, voilà. C'est bon. Alors, le petit message que je voulais faire passer en écho et en résumé de tout ce qui a été exprimé par l'ensemble des intervenants, c'est qu'effectivement, depuis quelques années, on aperçoit des processus de robotisation, d'automatisation des lignes de production dans l'industrie, etc. On se rend compte qu'on ne peut pas tout robotiser, on ne peut pas tout automatiser. Vous avez quasiment tous évoqué le fait que vous n'êtes pas dans des environnements très industriels où on peut connaître l'activité qui va être faite dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire même les prochaines heures, et qu'on est plus dans l'ordre de l'artisanat que de l'industrie, et que les opérations de travail dont on parle, on a besoin de la valeur ajoutée d'un opérateur ou d'une opératrice pour le faire. Et une fois qu'on a dit tout ça, et qu'on sait qu'il y a de la pénibilité sur les postes dont on parle, quelles solutions est-ce qu'on peut faire, que ce soit Lionel à la SNCF, chez Altenium ou chez Naval Group, ils ont fait tout le travail d'identification des solutions techniques qui existent. Ils ont fait des formations gestes et postures, du PRAP ou autres formations. Chaque formation gestes et postures d'ailleurs est adaptée à une personne. Mais ça ne répond pas à tous les problèmes. Et une fois qu'on a identifié un problème de pénibilité, en face de ça, on peut regarder une solution technique qui peut être un exosquelette, là, pour le sujet qui nous concerne. Mais une fois qu'on a ces deux composantes, il nous en manque une troisième. La troisième composante, c'est l'opérateur et l'opératrice qu'on met dedans. Et nous, tout notre travail pour faire le pont entre les offreurs de solutions comme Japes, Colex, Lumi, le cerveau qu'on représente, c'est de faire le pont entre ces fabricants, ces produits, et puis les opérateurs qu'on met dedans. Et donc pour ça, on a construit une démarche d'intégration basée sur l'humain. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en nous présentant Anaïs et moi. Oui, notre boulot, c'est d'avoir une approche humaine, parce que notre travail, c'est de faire en sorte que les gens soient moins fatigués à la fin de leur journée, qu'ils soient moins fatigués à la fin de la semaine, et qu'ils puissent partir en retraite sans avoir une maladie professionnelle, sans avoir mal le week-end, sans accepter d'avoir mal. Et donc notre démarche d'intégration, elle est basée d'abord sur la problématique de notre client. C'est quoi le métier? C'est quoi le cas d'usage? C'est quoi la pénibilité associée à un poste de travail?
Ça, c'est le boulot d'un Guérand ou d'un Lionel de faire ce travail d'identification et de nous le présenter. Une fois que nous, intégrateurs ou concepteurs, on peut comprendre ce cas d'usage-là, on peut dire, OK, on vous fait une préconisation d'une solution technique ou d'une autre. Une solution technique et innovante, ça ne s'intègre pas dans une entreprise d'un claquement de doigts. On a vu tout à l'heure des questions sur le forum. Est-ce qu'on va faire un déploiement comme ça très rapide d'exosquelettes dans nos entreprises? Non. Il y a probablement une dizaine d'étapes à respecter. La première, je viens de l'évoquer, c'est l'identification du cas d'usage. La deuxième, c'est la création d'un groupe de travail dans l'entreprise. Lionel évoquait tout à l'heure une entreprise dans le Nord qui dit « Tiens, moi, je voudrais mettre un exosquelette et puis je vais le mettre sur le dos du bonhomme et puis, tiens, il va aller bosser comme ça. » OK, ça va peut-être marcher sur un bonhomme, mais ça ne va pas marcher sur une démarche d'évaluation globale. Donc, la deuxième étape, c'est la création d'un groupe de travail avec les HS, les syndicats, la médecine du travail, le fabricant, le concepteur, l'intégrateur, toutes les parties prenantes du projet. Ensuite, c'est le fait de faire matcher ce fameux cas d'usage avec la solution technique et de voir si la solution elle répond aux attentes de pénibilité et aux attentes de l'utilisateur. Pour qu'une solution technique soit acceptée par un utilisateur, il faut en premier lieu qu'il trouve ça utile. Si l'exosquelette qui soulage le dos ne soulage pas quelqu'un qui a pas mal au dos, il risque de dire oui, l'exosquelette il est pas mal, mais moi j'ai pas mal au dos donc je ne vois pas le porter. Donc il faut que ce soit utile, il faut que ce soit utilisable. On a parlé de la soudure. Est-ce qu'un IP12 aujourd'hui est utilisable sur des opérations de soudure alors que le produit est inflammable? Bon, c'est un point qui peut être important quand même quand on travaille avec des référents HSE. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisable? Et puis surtout, est-ce que c'est acceptable? Il y avait une question tout à l'heure sur le regard de l'autre, sur la perception que les gens peuvent avoir d'un dispositif qu'on a sur le dos. Ça vient du militaire, du médical. Est-ce que l'exosquelette n'est pas perçu comme le produit d'un handicapé? Et donc, il y a un travail de communication, il y a un travail de prise en compte de la pénibilité à faire en entreprise et on a développé des petits outils pour ça. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on a fait le choix d'une solution technique pour un cas d'usage précis, il faut former les personnes à l'utiliser. Et cette démarche de formation, nous, on l'a fait en deux étapes. On fait une première formation en dehors des situations de travail. On sort les gens des postes de travail, on les met dans une salle de réunion, on leur propose des outils d'évaluation subjectifs qui permettent de prendre en compte la pénibilité. On a construit ce qu'on appelle, nous, un parcours d'intégration, un parcours d'acceptabilité, pour que les personnes commencent un petit peu à jouer avec les exosquelettes en dehors de la situation de travail. Et une fois qu'ils commencent à être un petit peu à l'aise, on les met en situation de travail avec les contraintes de production, de cadence, etc., où les ont le temps de s'approprier le dispositif. On voit là, par exemple, deux exemples. Juste pour illustrer, peut-être ça serait bien si vous pouviez effectivement prendre un cas d'usage particulier. Là, je vous ai mis Breeder, qui était alors pardon de les citer, mais qui est un cas absolument superbe, parce que le besoin, il est à la fois générique, si on peut dire, par rapport à la situation de travail, et en même temps complètement spécifique sur un opérateur, en gros, qu'il fallait absolument, pour le coup, maintenir dans l'emploi pour toutes les raisons du monde, à la fois pour les siennes et en même temps pour l'entreprise. Si vous pouvez nous en parler, ce serait sympa. Oui, alors si on reprend l'histoire de Breeder, effectivement, la sollicitation est arrivée il y a peut-être 2 ans maintenant pour la problématique d'un opérateur qui avait perdu des capacités biomécaniques au niveau de l'épaule suite à un accident de la vie et qui faisait le travail qu'on voit sur la photo de gauche, un poste qu'on appelle ramasse-paton ou dépose-paton. Et l'idée, c'était de pouvoir maintenir l'opérateur dans son poste de travail parce qu'il avait une problématique de travailleur handicapé. Et soit on le maintenait dans l'emploi, soit il fallait trouver une solution pour lui, solution qui n'était pas évidente. Donc le point de départ, c'était effectivement le handicap, le maintien dans l'emploi. On a présenté les exosquelettes, c'était des produits catalogues. Il se trouve que pour cet opérateur, l'exosquelette n'a pas été la solution parce que sa pathologie, parce que l'exosquelette ne répondait pas à sa pathologie. Par contre, la réflexion de Breeder a été de dire, bon, il y a une utilité sur cet exosquelette-là, pas sur le problème initial de travail sur le handicap, mais est-ce qu'on pourrait l'utiliser plutôt à titre préventif? Et aujourd'hui, la démarche de Breeder, qui a suivi les 6-7 étapes que j'étais en train de décrire, sont en train d'arriver à une démarche où il se pose la question d'un déploiement.
J'en profite également pour répondre aux questions sur le chat qui disent est-ce qu'il faut déployer tout de suite. Toutes les étapes que je viens de citer sur la démarche d'intégration nous permettent d'arriver à un moment donné à on a évalué de façon subjective l'utilité de l'exosquelette. C'est le cas de Gridor qui utilise les exosquelettes depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans maintenant. Ce sera le cas chez Guérande Gézéquiel pour Naval Group à Brest d'ici probablement 1 an et demi. Et une fois qu'au bout d'1 an et demi, on aura eu des retours subjectifs de l'utilité de l'exosquelette, que les gens se seront appropriés, que ce sera utile, utilisable et acceptable, eh ben, on va pouvoir proposer une évaluation objective. C'est-à-dire que, par exemple, sur les 2 photos que vous avez là, peut-être que l'opérateur de droite, avec le produit Iron Hand de BioCerveau, a une baisse de l'activité musculaire de la main et du poignet de, je dis n'importe quoi, 20%. Peut-être que celui de gauche, ben, ce sera peut-être 60% avec les mêmes réglages. C'est-à-dire que les exosquelettes ont une fonction, mais en fonction des capacités biomécaniques de chacun, elles ne vont pas avoir la même utilité. Et avant de passer à une phase de déploiement et à une stratégie de déploiement, il ne faut pas seulement s'appuyer sur les retours subjectifs, mais aussi sur des retours objectifs. Et on est en train d'essayer de construire une offre de service autour de ces types d'évaluation. Juste en termes de timing, encore 1 minute, Tom Théo, pour qu'on puisse avoir un débat avec tous les intervenants et puis en reprenant aussi les questions. Merci. Donc 1 minute max. J'avais terminé, vous connaissant, Marie. Je voulais juste faire une dernière petite remarque sur le fait que, alors, on a parlé des 7 principes généraux de la prévention. La définition de l'ergonomie, c'est il faut adapter le travail à l'homme. Depuis tout à l'heure, on parle d'adapter l'homme au travail. Et a priori, dans les 7 principes ou les 9 principes généraux de la prévention, vous me reprendrez Lionel ou Guérande, je crois que le 7e, c'est qu'il faut adapter le travail à l'homme. Et en plus, on peut aussi ajouter que selon la CARSAT ou l'INRS, le geste métier, dans les causes d'apparition des TMS, c'est à peu près entre 20 et 30% des causes. Et que l'importance de mettre en place des facteurs organisationnels, de mettre en place des formations, de mettre en place tout ce processus de prise en compte de la pénibilité, ça me paraît indispensable et ça permet de remettre un petit peu l'exosquelette à sa place. J'en aurais terminé.